Bonjour, merci de nous retrouver sur la CRTV pour cette édition de la plateforme de l'économie, l'émission économique de radio de la CRTV, diffusée sur les deux antennes de l'office dans la capitale économique, soit là-bas FM 105 et la régionale 91.3. L'émission est reprise par une radio locale, d'IFM. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui est un peu passé comme ça, l'annonce de l'introduction en bourse de quelques sociétés d'État du Cameroun. Ça s'est passé il y a quelques semaines à Yaoundé. Cette édition de la plateforme de l'économie vous est proposée sous la formule Radio Vision, parce qu'elle vous sera diffusée dans le cadre de Par ici l'économie. Alors, le sujet, c'est donc l'entrée en bourse de quelques sociétés d'État du Cameroun, annoncée il y a quelques jours à Yaoundé. Nous avons pour ce sujet 4 invités dans ce studio. D'abord, Louis Bangantolo, c'est tout naturel, directeur général de la BDMAC. Bien sûr, nous avons retrouvé à la CRTV. Bonjour Olivier. Et nous avons le docteur Fritz Tonner, le président du conseil d'administration des ADC, Aéroports du Cameroun, qui fait partie, l'entreprise fait partie des 4 désignés par l'État du Cameroun pour entrer en bourse. Bonjour, monsieur le président du conseil d'administration. Bonjour, cher neveu. Et merci d'être sur la CRTV. Robert Doumbé Moukoko, vous êtes expert en positionnement stratégique, spécialiste des questions de stratégie, de marketing et d'intelligence économique. Bonjour. Bonjour, monsieur Kinge. Bienvenue. Et d'abord, cette question d'actualité, le chiffre de la semaine, 160 000 km², c'est la superficie totale des sites miniers du Cameroun. Vous l'avez compris, le Cameroun vient d'abriter à Yaoundé la Convention internationale sur les mines et expositions, en même temps que la réunion des ministres des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. D'ailleurs, pour nous faire l'écho de ce sujet d'actualité, nous retrouvons Marie-Monique Mbozo depuis Yaoundé. Libérer le potentiel de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, assurer les transitions énergétiques et numériques grâce aux matières premières critiques, c'est le thème de la réunion des ministres des Mines de l'OEACP qui se tient à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Ce thème traduit les opportunités mais aussi les défis pour les pays de l'OEACP qui revendiquent 80% des réserves minières du monde. Le Cameroun et à ses côtés la République démocratique du Congo se prévalant du statut de scandale géologique au vu de la richesse de leur sol et de leur sous-sol. Mais comme l'a souligné le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Georges Rebelo Chikoti, ces pays riches n'ont malheureusement pas les infrastructures technologiques pouvant permettre de bénéficier de ce potentiel. Et c'est là le grand défi à relever. La solution étant dans la solidarité des pays membres de l'organisation à s'offrir ensemble les moyens et les technologies leur permettant d'être indépendants et de transformer leurs richesses minières pour en faire un pôle de développement. Le plaidoyer du ministre des Mines et du Développement technologique par intérim du Cameroun, Fou Calistus Gentry, allait dans le même sens, invitant les porteurs de richesses à mettre tout en œuvre pour bénéficier de leur potentiel minier. Au moment où la demande en matière première critique se fait de plus en plus forte, les ambassadeurs des pays doivent produire un document exposant clairement leur position quant à l'approvisionnement sécurisé et durable en matière première critique et le choix du lieu de leur transformation. Merci Marie-Monique. On va parler donc de cette question. 160 000 km², les 360 arrondissements du Cameroun sont dotés de potentiel minier exploitable tout de suite, avec un code minier déjà en opération. Comment faire en sorte que le potentiel profite aux populations? Suivez cette évocation de Cyril Kingbp. Le code minier camerounais est le premier outil dans la défense des intérêts des parties. 15% des ressources extraites devant être transformées localement. La valeur ajoutée est certaine. L'équation à résoudre est celle de l'éducation. En dehors des taxes, il faut qu'on éduque les populations, les élites, les investisseurs nationaux à devenir les champions nationaux, n'est-ce pas, de la fourniture des services autour des opérations minières. Créer une synergie dans le développement des projets miniers et de faire en sorte que tout le monde y trouve un intérêt, principalement les populations qui vivent sous ces richesses-là, l'État ensuite qui est détenteur des richesses et les sociétés qui mettent leur argent pour développer ces projets-là. L'artisanat minier n'a développé aucun État.
Il faut industrialiser avec l'apport de l'expertise et des capitaux locaux. On doit travailler d'une façon inclusive, main dans la main avec l'État et la population. Le code minier est très très structuré et les grosses sociétés, on ne peut pas faire autrement que d'acquitter à toutes nos taxes. La vision, la réglementation solide et les partenariats efficaces, d'autres piliers majeurs. Lorsque la première industrie sera en opération, les investissements étrangers viendront et effectivement, nous avons aussi besoin d'un cadre législatif stable. On investit massivement dans les infrastructures, donc les infrastructures vont rester, vont demeurer, vont être aussi disponibles pour les populations locales. Pour les populations riveraines, les exploitations doivent être accompagnées. Construire ou alors de rénover des écoles, de faire des points d'eau dans les différents villages, arranger des points critiques de nos routes, autant de projets comme ça pour le Cameroun et le Camerounais. Les exemples négatifs dans le continent et ailleurs ont permis au Cameroun, depuis 2011, et les réglementations successives, d'éviter la ligne rouge. Alors, cher monsieur, vous avez suivi cette actualité. Le Cameroun vient donc d'abriter la Convention internationale sur les mines et expositions à Yaoundé. Le Cameroun, pays minier, lui, Bangantolo, qu'est-ce que ça vous inspire comme projet? Alors, consacré, le Cameroun est un pays minier. Alors, c'est consacré. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investissements qui ont été anticipés, notamment le port en eau profonde de Kribi, parce qu'il y a tout un terminal qui est réservé pour ça. Le Cameroun est un pays minier de très longtemps. D'ailleurs, nous avons signé aussi le processus de Kimberley. Nous espérons que l'exploitation des mines, pas seulement pour les trouver et les envoyer ailleurs, mais également pour créer des chaînes de valeur localement, peut permettre à ce que nous ayons un autre levier de développement possible. Parce qu'en réalité, il faut qu'on trouve beaucoup de niches pour pouvoir créer une dynamique globale. Et donc la mise en œuvre du code minier, docteur Tonnet, c'est vrai que ce n'est pas une question qui a trait à votre marché central comme activité, mais au moins le code minier devrait apporter quelque chose pour l'économie du Cameroun. Oui, justement, je fais une observation peut-être d'ordre général qui fait partie des paradoxes économique, on ne peut pas tout avoir. Le sol et le sous-sol camerounais est très riche, ça c'est connu. On parle même de scandale géologique. Pourquoi? Parce que vous avez de la richesse, mais vous ne la touchez pas. Maintenant, pour transformer cette richesse en valeur ajoutée qui soit profitable pour tout le monde, c'est là la problématique, et je pense que les mécanismes classiques de financement de ce genre d'entreprise ne peuvent plus prospérer, en ce sens que on attend les investisseurs étrangers. Moi, depuis plusieurs années, je suis déjà sous-régionaliste parce que c'est la mise en commun de nos petites moyens qui peut faire en sorte que on résolve de manière profonde et définitive ce genre de problème, quitte à ce que progressivement nous importions la technologie. Je crois que importer la technologie et pas les financements. Les financements existent. Je ne sais pas, je suis pas mieux placé. Il y a des financiers qui sont ici. Mais je crois que si nous mettons nos moyens en commun, nous pouvons arriver à financer des grands projets générateurs de revenus et qui peuvent améliorer le quotidien de nos populations. Et aujourd'hui, on est en train de passer de l'exploitation artisanale à une exploitation semi-industrielle. C'est tant mieux. Robert Ndoumemokoko, vous êtes spécialiste en question de stratégie. Cameroun, pays minier, mais le secteur contribue encore pour à peu près 1% dans le PIB. Comment le rendre plus rentable? Oui, il faut noter d'emblée que le secteur minier est un secteur à haute intensité capitalistique. Au-delà de l'intensité capitalistique, c'est aussi des ressources dites rares et stratégiques qui n'ont pas été ouvertes
assez rapidement à une exploitation grand public. Elle était assez restreinte. Aujourd'hui, il est question de voir comment tirer bénéfice de ce potentiel-là afin d'augmenter sa contribution à la richesse nationale. Donc c'est de mettre en place effectivement ce code minier qui doit encadrer le fonctionnement des industries en charge de procéder à l'extraction minière et surtout de définir quelles sont les clés de répartition qui permettront non seulement à l'État, mais également aux populations riveraines de tirer bénéfice effectivement de ces ressources-là. Et vous pensez que l'impulsion donnée telle qu'on le voit au niveau du ministère des Mines permet d'espérer? Il faut toujours garder espoir à chaque fois qu'une quelconque initiative est menée. Surtout que celle-ci est menée par le ministère des Mines, qui est le bras séculier de l'État en la matière. Oui, il faut espérer effectivement. Les sociétés d'exploitation minière, le Bangantolo, pourront-elles entrer lorsque ce sera mieux développé en bourse un jour? Vous permettez vous aussi à rêver? Je me permets de rêver, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont très importantes sur déjà le code minier. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il prévoit, c'est-à-dire comment on donne accès aux étrangers finalement et aux populations locales, c'est-à-dire au code minier. Comme vous savez, le secteur est compartimenté. Il y a tout ce qui est recherche et exploration. Ça veut dire, ceux qui ont les mandats pour faire la recherche et l'exploration, c'est eux qui déclarent le potentiel qu'ils ont trouvé. Des fois, ça fait sujet de discussion, ça fait sujet de spéculation sur les marchés financiers internationaux, où un potentiel, c'est-à-dire, peut être négocié, c'est-à-dire dans les marchés. Et les gens lèvent des financements, sauf qu'il n'y a pas un suivi derrière pour savoir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que quand vous avez trouvé une mine et que c'est avéré qu'il y a de la ressource, c'est-à-dire c'est la richesse, c'est-à-dire ça devient un patrimoine, et effectivement c'est un patrimoine qui peut commencer à être négocié, c'est-à-dire au niveau du marché, où les gens peuvent commencer à le monétiser. Donc, je pense que le problème se pose déjà au niveau de la maîtrise technologique que nous n'avons pas. La maîtrise technologique que nous n'avons pas fait que ceux qui gagnent aujourd'hui des mandats, des conventions, c'est-à-dire pour tout ce qui est recherche et exploration, c'est-à-dire ce sont des entités étrangères. Oui, tout à fait. Ce sont des entités étrangères et qui viennent avec un package qu'on ne connaît toujours pas. Alors le package, c'est que vous trouvez, est-ce que vous pouvez aussi exploiter? Est-ce que c'est vous qui allez faire l'extraction? Si vous faites l'extraction, qu'est-ce que vous en faites? Nous avons entendu de tout, c'est-à-dire des gens qui font de l'exploration, qui trouvent et qui prennent, c'est-à-dire sans réellement déjà déclarer qu'ils sont déjà en train de prendre et qui sortent avec. Donc je pense qu'il y a, avant de se soucier de savoir si ces entreprises pourraient venir sur le marché, le docteur Flinsonnet a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire dans le schéma de financement, tant que nous avons des packages où celui qui fait la recherche et l'exploration parce qu'il a des outils peut aussi proposer, c'est-à-dire le démarrage, c'est-à-dire de l'exploitation, on aura un désavantage comparatif et on ne pourra pas maîtriser le processus. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment des nationaux, il faut qu'il y ait beaucoup de clauses. Je ne connais pas exactement tous les arcanes du code minier, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore revoir un peu. Mais en tout cas, on comprend votre plaidoyer. Le Cameroun, d'importants gisements de minerais de fer, bauxite, diamants, calcaire, rutile, cobalt, nickel, j'en oublie certainement. Mais enfin, maintenant nous allons parler du sujet du marché central de cette édition de la plateforme de l'économie et de Paris l'économie. L'entrée en bourse annoncée de 4 sociétés relevant du portefeuille de l'État, Sodecoton, ADC, PAD, ADC entendez Aéroport du Cameroun, PAD, Port autonome de Douala, CHC également. Donc on en parle après cette petite respiration. Nos invités sont en place. Le dossier sur la plateforme de l'économie. La plateforme de l'économie. Le dossier. Et voilà, c'est une nouvelle qui va contribuer à dynamiser le marché financier au niveau de la sous-région. Et pour le dynamiser, la place la Bourse des valeurs mobilières, l'Afrique centrale, les experts de la finance du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad, de la RCA et de la Guinée équatoriale ont mis en place un dispositif pour rendre plus attrayant le marché financier en zone CEMAC. Il s'agit notamment des comportements qui ont été développés pour animer ce support et qui permet donc de négocier les actifs. Je reçois pour le sujet Mélanie
Mélanie Bilor, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Mélanie, dites-nous-en quelque chose. Il s'agit en réalité d'un programme prioritaire au sein de la sous-région. Les acteurs de la finance des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont accordés les violons sur la nécessité de donner une nouvelle impulsion au marché financier. Le but ici étant d'en faire un outil, un instrument de financement de référence. Avec la Douala Stock Exchange, ce marché comptait juste 2 compartiments et un nombre qui s'est évidemment accru après la fusion avec la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC. L'opération porte désormais à 5 le nombre de compartiments dans la zone Afrique centrale, au rang desquels celui consacré aux grandes entreprises qui bénéficient de la possibilité d'émettre des actions qui sont en réalité nouvelles, permettant ainsi à celui qui achète ce titre de devenir copropriétaire de ces firmes-là. Le compartiment B est destiné aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions fixées par la BVMAC et bien plus, il y a tout un comité ad hoc chargé de définir davantage les critères à remplir par les PME pour être éligibles aux bénéfices dès leur entrée sur ce compartiment afin d'émettre les titres de capitaux, notamment ceux qui achètent deviennent immédiatement copropriétaires de la PME émettrice de ces actions nouvelles-là. Le compartiment C, quant à lui, est celui des obligations. Il s'agit des titres de créance qui sont émis à travers un emprunt obligataire. Donc, celui qui a émis le titre en question devra rembourser. C'est-à-dire que l'argent reçu n'est pas en réalité destiné à renforcer son haut de bilan qu'on appelle ici l'equity. Et Mélanie, vous ne partez pas comme celui qui a bénéficié des créances dans le compartiment C et est sous le coup de l'obligation, étant entendu qu'il n'est pas allé renforcer ses fonds avec l'argent reçu. Il fallait donc développer d'autres stratégies. Effectivement, Olivier, la BVMAC, pour animer encore plus ce marché, a créé le compartiment D. Lui, c'est le capital investissement, appelé capital equity en anglais. L'on accède à ce compartiment pour trouver des ressources qui permettront de financer, d'une part, les projets ou alors faire sortir des fonds baptismaux les entreprises. Si la société en création est admise au point de la BVMAC, c'est le compartiment D qui va bien entendu l'accueillir. Il en est de même pour les entreprises qui ont un grand projet à réaliser. Au cas où les guichets de la BVMAC les accueillent, c'est encore le compartiment D qui s'en occupe. Pour rendre encore plus efficace cette dynamisation du marché, le compartiment E a été mis en place pour les titres de création négociables. Ces titres vous apportent un appui sous forme de ressources d'appoint. Ce compartiment permet donc à l'opérateur économique de résoudre tous ses problèmes de financement sur le long terme. Voilà résumé comment l'écosystème de la sous-région a procédé pour passer à la vitesse supérieure et faire de la bourse régionale un véritable instrument de financement des économies locales à travers une meilleure capitalisation boursière des organismes créés et cotés en bourse. Merci Mélanie. Vous êtes en service au service politique et économie à CRTV Littoral. On a vu le directeur général prendre des notes pendant que vous faisiez votre commentaire. On va en appeler un développement tout à l'heure. On va recevoir maintenant Léon Bertrand Tanefo, lui aussi, du service et politique et économie de CRTV Littoral sur le contrôle du marché financier et comme on peut aisément le deviner, l'admission à la bourse n'est pas l'étape ultime pour ces entreprises. Il faudra par la suite se plier aux exigences du marché financier. Et un gendarme en a la matière. Il existe dans tout l'écosystème sous-régional. Léon Bertrand Tanefo, bonjour. Bonjour Olivier. Journaliste, reporter d'Imar, exerçant donc au service politique et économie à CRTV Littoral. Dites-nous comment se fait le contrôle et la surveillance du marché financier dans notre sous-région. Vous le savez si bien Olivier, une organisation sans règles est appelée à disparaître à défaut de ne pas prospérer. Et dans le cadre du marché financier en zone CEMAC, ce gendarme dont vous parlez a bien sûr un nom. Il s'appelle la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, une institution spécialisée créée dans le cadre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC. La COSUMAF est ainsi l'autorité de régulation, de contrôle et de supervision de notre marché. Les missions de la COSUMAF sont d'ailleurs explicitement définies dans l'acte additionnel du 19 février 2018 portant unification du marché financier de la CEMAC et les mesures d'accompagnement.
Alors Léon Bertrand Tanefo, quelles sont les missions et les domaines de tutelle de la COSUMAF? D'abord, sur les missions, Olivier, le cadre normatif et dont les textes en vigueur dans la sous-région ont assigné 3 principales missions à la COSUMAF. Veiller sur la protection de l'épargne, investir en valeurs mobilières et autres instruments financiers émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne, veiller sur la bonne information des investisseurs, veiller sur le bon fonctionnement du marché. Maintenant, sur les domaines d'application, disons qu'il est bien vaste. Il concerne les nombreux acteurs allant des émetteurs aux organismes de placement en passant par les intermédiaires du marché, entre autres. Alors maintenant, on l'a dit, 4 entreprises relevant du portefeuille de l'État du Cameroun s'apprêtent à entrer en bourse. Que risque-t-elle en cas de non-respect des textes de la COSUMAF que vous évoquez? Eh bien sûr, Olivier, cette question que vous me posez m'amène à parler des pouvoirs de la COSUMAF. Il faut savoir qu'en plus des pouvoirs réglementaires, de décision, de surveillance ou de contrôle, la COSUMAF dispose aussi d'un pouvoir d'injonction pour arrêter une sorte d'irrégularité ou de sanction pour venir à bout donc des entreprises qui ne respectent pas les textes. Avis donc à ceux qui tenteraient d'évoluer en marche. Olivier. Très bien, Léon Bertrand Tanefo du service politique et économie à CRTV Littoral. Merci beaucoup. On va directement interpeller le PCA des ADC, Aéroport du Cameroun. Vous avez reçu cette évocation de Léon Bertrand Tanefo comme un avertissement au moment où vous voulez entrer en bourse? Oui, merci de m'interpeller. Je suis PCA de la Société Aéroport du Cameroun, une des 4 sociétés qui ont eu ce privilège théoriquement, mais cette corvée en particulier, je ne suis pas leur porte-parole, mais je crois que ma réaction ne sera pas très différente des autres. Donc je peux être là comme un symbole qui représente donc les 4 au vu donc de tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de cette nouvelle. Je crois que c'était en septembre 2022, septembre 2023, et on évolue vers septembre 2024 maintenant. Et voilà. Donc l'introduction ou l'entrée en bourse, c'est pas une porte où une fois qu'on décrète, on peut y entrer. Je voudrais donc faire part ici un peu de sentiments pour que les gens comprennent là où il y a quelques difficultés. D'un côté, il y a les marchés financiers, une notion qui, à mon avis, est encore un peu nouvelle, c'est complexe. Vous entrez là-dedans, les compartiments, les ceci, c'est très complexe. Vous avez entendu avec Mélanie tout à l'heure, oui, beaucoup de compartiments. Voilà. Donc, de l'autre côté, il y a des habitudes. Donc moi, on est au rez-de-chaussée. Des habitudes financières classiques. On n'est pas habitué au marché financier. Donc, c'est un mélange, une émulsion qui ne peut pas être complète. C'est comme d'un côté l'eau, de l'autre côté l'huile. Vous secouez, il y a l'émulsion, mais une fois que vous laissez reposer, chacun reprend sa place. J'ai pris cette image pour dire que nous, les sociétés qui avons reçu ce message, nous étions à la fois contents et inquiets. Contents parce que si on connaît tant soit peu les effets bénéfiques des marchés financiers, on ne peut que se sentir privilégié. Mais ce privilège n'est pas gratuit. Pour y entrer, donc, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et c'est ça qui fonde votre inquiétude, monsieur le directeur général. C'est ça qui fonde l'inquiétude et c'est ça qui peut expliquer le temps long. Parce que normalement, si on suivait le chronogramme, avant fin 2023, oui, c'est vrai, on devait déjà être introduit. On l'a dit plusieurs fois. Pourquoi donc ce retard? Ce retard est donc dû à tout ce qui entoure donc ces préalables nécessaires pour que l'émulsion soit complète. Très bien. Voilà. Alors, donc, monsieur le directeur général, comment dissiper cette crainte des entreprises choisies par l'État du Cameroun pour entrer en bourse?
Alors, si jamais la vous meilleure... percevez ça comme crainte véritable. Oui, la meilleure façon de répondre à ces appréhensions, qui ne sont pas des craintes. Quelqu'un disait, quand tu sais que tu es en danger, c'est là où tu n'es plus en danger. C'est de savoir exactement quels sont les points de faiblesse au moment de commencer l'émulsion. Est-ce que les deux matières sont compatibles ou pas? Si les deux matières ne sont pas compatibles, il faut dire comment on fait pour les rendre compatibles. Donc, c'est ça qui fait le délai en réalité, parce que lorsque l'État a donné une orientation, l'État donne l'orientation sur la base d'un certain nombre de convictions. L'État est dans une politique publique, une politique sociale. L'État vise quelque chose. Les entreprises qui ont été choisies sont dans le secteur marchand. Donc, ils ne sont pas dans le service public de base. La plupart sont dans une situation de monopole dans leur secteur. La plupart sont dans une situation financière qui est étriquée, tout simplement parce qu'elle ne profite pas vraiment des avantages concurrentiels. Parce que peut-être la gestion entre plusieurs tutelles, une gestion qui est à mi-chemin entre les normes de gestion OHADA d'une entreprise et la gestion, c'est-à-dire d'une entreprise publique, avec des règles et des critères, c'est-à-dire de gestionnaires publics, c'est-à-dire font que lorsqu'ils ont découvert les exigences du marché financier, se sont rendus compte qu'ils ne sont pas encore la cible. Ça ne peut pas fonctionner dans l'état où vous êtes. C'est ça le point de départ. Donc la due diligence, la mise à niveau, la mise en conformité sont des préalables. Mais ces préalables doivent aller dans un certain rythme. Dans un rythme où, lorsqu'il y a de l'adhésion, lorsqu'il y a de la compréhension de l'intérêt, lorsqu'il y a le respect, c'est-à-dire d'une instruction politique, c'est-à-dire on devrait pouvoir poser des questions rapidement pour pouvoir permettre à ce que les réponses arrivent vite et la mise à niveau s'accélère. Alors, vous avez parlé de situation financière de ces entreprises. Parlons-en un peu, nous aussi, maintenant avec vous, Doumbé Moukoko. Parmi ces 4 entreprises-là qui vont rentrer en bourse, le temps de préparation dépassé, il y en a 2 qui font partie des entreprises les plus endettées du Cameroun. Au 31 mars 2024, il y a notamment le PAD et les ADC. On l'évoquait fort bien tout à l'heure. Je pense que Dr Ntonnet, en sa qualité de PCA des ADC, a fait de marquer d'emblée ce qu'ils ont appelé des inquiétudes. Oui. Au-delà de l'euphorie qui a entouré la décision de l'État. Notons d'emblée que l'entrée en bourse est une décision hautement stratégique qui confronte les dirigeants à un ensemble de contraintes auxquelles, tel que le docteur Bangatou vient de le dire, ils ne sont pas habitués. Le marché financier est exigeant en termes de discipline, en termes de transparence de l'information. Tout à fait. Et si nous n'avons pas l'habitude de pratiquer ces éléments-là, difficile effectivement de s'y engager. Alors, mais l'entrée en bourse a également ceci de particulier, qu'il ouvre l'entreprise et marque la volonté de se développer. Parce qu'on a un projet de développement, on a recours à des capitaux autres que ceux que nos capitaux initiaux pour développer l'entreprise. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que ces entreprises-là ont aujourd'hui la capacité, au vu du niveau d'endettement, à susciter la confiance des parties en face? Là, il faut commencer donc par assainir les mécanismes de gestion, arrêter de gérer les entreprises publiques à l'émotion, tel que c'est fait aujourd'hui, et adopter les canons du management qui permettent à ces entreprises-là d'être performantes et d'intéresser les parties en face. Alors, vous parlez de plusieurs choses, y compris le temps de préparation. Entre 2022 et aujourd'hui, 2024, il y a eu cette activité du ministère des Finances, il y a quelques semaines à Yaoundé,
qui déclenchait de manière définitive le processus. Alors, combien de temps va-t-on prendre encore entre cette annonce et l'entrée effective en bourse? Et je pose la question au directeur général. Alors, vous me demandez de lire une boule de cristal. Je peux quand même vous rassurer, M. Kingé, que dans la conduite de ce projet, au niveau du ministère des Finances, il y a une lettre de cadrage qui a été élaborée et qui a été partagée avec les 4 sociétés concernées. Et cette lettre de cadrage est assortie d'un chronogramme. Bon, nous sommes en overdue, comme on dit. En fait, le délai qu'on avait fixé à ces entreprises pour la mise à niveau et le recrutement des acteurs qui doivent les accompagner était au 31 décembre 2023. Et nous sommes en mi-2024. Voilà, donc nous avons 4 mois de retard. Et je pense que la réunion de Yaoundé, qui était à l'initiative de l'AFD, qui aussi est intéressée parce qu'il y a 3 clients de l'AFD dans la liste des 4, que l'AFD soutient par ailleurs. La réunion de Yaoundé était une réunion de sensibilisation sur la gouvernance et une réunion où on devait passer quelques messages aux propriétaires de l'entreprise et aux appréhensions qui ont été relevées par ceux qui managent. Ceux qui managent ne sont pas les propriétaires de l'entreprise. Le conseil d'administration, la direction générale, c'est-à-dire ce ne sont pas les propriétaires. Donc le propriétaire a un cap qu'il leur a fixé et ceux qui sont dans la gestion disent « Nous avons eu le temps de prendre connaissance des conditionnalités, des exigences de performance, des exigences de transparence et nous pensons que tel que nous fonctionnons aujourd'hui avec les différentes tutelles, avec des textes qui sont encore à refaire, notamment la loi de 2017, qu'il faut compléter parce que le marché financier nous dit vous devez venir chez nous étant déjà full OADA. Vous devez être réel, vous devez fonctionner. Il n'y aura plus d'actionnaires qui soient privilégiés, c'est-à-dire par rapport à un autre. Si vous ouvrez le capital et que d'autres actionnaires arrivent, vous leur donnez l'information au même moment. Les procès-verbaux ne vont pas d'abord être regardés par un actionnaire lambda avant qu'on ne le diffuse aux autres. On ne va pas demander l'autorisation s'il y a un dividende à partager. On ne va pas d'abord faire prévalider parce que c'est interdit. Donc en réalité, il faut qu'il y ait au niveau du mindset, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un changement d'attitude, un changement d'habitude. Et ce changement d'attitude ne devrait pas constituer un élément de blocage. Ça devrait tout simplement, parce que nous pensons à notre niveau, au niveau du marché financier, que celui qui aura le plus besoin de faire plus d'efforts dans l'histoire, c'est l'État lui-même qui est le propriétaire. Absolument. Voilà. Donc en réalité, il revient à l'État de bien comprendre que, attention, ce qui va se passer, voilà après comment ça doit se passer. Et nous sommes là pour dire, après, les dirigeants, nous voulons avoir des dirigeants qui peuvent prendre la décision immédiatement, qui peuvent reporter une information immédiatement, sans dire c'est allé à Yaoundé, c'est allé à tel endroit, on attend une autorisation avant de pouvoir. Donc en réalité, c'est l'État qui doit aussi. Mais ce que nous constatons, c'est que l'État dit je suis prêt à tout ce que vous me demandez. D'accord. Alors voilà. vous parlez beaucoup de situations financières, vous parlez beaucoup d'informations financières. Docteur Frins Tonnet, vous êtes un peu le représentant de toutes les entreprises qui ont été choisies par l'État du Cameroun ici. Alors est-ce que l'entrée en bourse, lorsque ça va venir, constitue la violation de l'intimité financière et comptable des entreprises, désormais rendues sur la place publique? Bon, avant d'arriver à cette... Vous allez peut-être nous dire aussi quelle est la situation financière exacte des ADC aujourd'hui. À cette violation, je voudrais rassurer les uns et les autres. Parce que si on n'intègre pas tous les aspects du processus, on ne peut pas comprendre. Il peut y avoir dans 2 camps, un camp qui pense que ça doit se faire ceci, l'autre camp qui pense que les sociétés sont réticentes parce qu'on viole leur intimité. Non. Si je remonte un peu en arrière, je crois que les choses ont commencé à bouger en 2017 avec la loi d'entreprise qui faisait donc des entreprises publiques, des entreprises qui
commençait à avoir l'odeur de OHADA. Donc la comptabilité est OHADA, mais l'emprise de l'État, comme a dit le directeur général, est là. 2017, c'est aussi une année importante parce que c'est en 2017 que les chefs de l'État de la sous-région se sont réunis. Un autre rendez-vous, c'est en 2019, la fusion. Donc de toutes ces structures et la répartition des tâches. Ce n'était pas anodin. L'État nous a donné 2 ans, 2 ou 3 ans, pour que progressivement les entreprises publiques s'arriment à cette loi. Sachez que la première étape du diagnostic, c'est à quel niveau les entreprises se sont déjà arrivées. Bon, je parle de ADC. S'il y a un niveau 100, je crois que ADC est déjà à près de 80% de l'arrimage. C'est une excellente nouvelle. Elle est excellente. C'est ça pour cela que nous serons peut-être le meilleur élève. Bon, chacun est pour sa chapelle. Bien sûr. Donc, je n'entre pas dans les détails, mais on verra par rapport à la capacité du conseil d'administration à s'arrimer. Donc, prendre toutes les mesures, parce que un conseil d'administration doit forcément avoir les comités spécialisés. Est-ce que ces comités sont là? Est-ce que ces comités travaillent? Bon, bref, voilà. Il faut voir comment la direction générale, s'il y a tous les outils, il y a tous les documents de référence, cartographie de risque, manuel de procédure, tout ça. Bon, bref, je n'entre pas dans les détails. Depuis 2017-2018, ADC est en train de faire cet exemple. Alors, il y a Dr. Touré, il y a quelque chose de très pertinent qu'a dit tout à l'heure notre consultant en positionnement stratégique, les questions de gestion financière et comptable. Vous êtes aujourd'hui en mesure de dire que désormais avec cette disposition, ADC ouvre ses comptes. Oui, de toute façon, je voulais dire que le processus est irréversible. Quand vous parlez ADC, parlez État. Oui, bien sûr. Le directeur dit le propriétaire, c'est irréversible. Il a donc parlé de gouvernance. On ne peut pas dire non. Si on dit non, c'est nous qui partons. Hein? Mais le processus, voilà. Je voudrais dire aussi que beaucoup de choses ont été faites. Je ne prends que l'exemple de l'ADC, et je sais que ça s'est passé. On a eu cette nouvelle, il fallait d'abord l'entérimer. Elle est sortie en septembre. Dès début novembre, ADC a pris acte. Le conseil s'est réuni, l'Assemblée générale a pris une résolution. C'est déjà là la marque de notre adhésion. Très rapidement, nous avons reçu déjà de coaching, puisqu'il y a un groupe de travail qui a été fait, un groupe de travail trio quadripartite. Il y avait la BEAC, BVMAC et les sociétés pour nous expliquer, nous commencer à nous encadrer. Chaque société a créé en son sein une équipe projet uniquement dédiée à cela. Comme les problèmes étaient différents d'une société élue à une autre, les difficultés ont commencé à naître. Et l'État, à travers le ministère des Finances, a décidé donc de coordonner pour qu'il soit sûr que tout le monde a le même entendement sur le problème. Donc il y a eu donc la création d'un comité de suivi. C'est ce comité de suivi qui, en septembre 2023, a concentré toutes les observations sur une lettre de cadrage, c'est-à-dire que tout le monde doit suivre. Je suis en train d'expliquer le retard qui voulait en sorte que nous parlions tous le même langage. Alors, nous parlons donc déjà le même langage et au niveau de ADC, nous avons déjà fait la présélection des sociétés intermédiaires, des sociétés de bourse.
Et l'appel d'offres de quelques jours va être lancé. Parce qu'il faut société de bourse pour nous accompagner, les conseils juridiques et les commissaires aux comptes. Je voulais justement vous demander au directeur général quel sera le rôle. Je voudrais terminer donc en disant que quand on parle aussi de sociétés endettées, comme les ADC. Oui, il y a dette et dette. Il y a dette et dette. La seule dette que je connaisse, c'est une dette un peu encadrée dans le cadre d'un projet, le projet de rénovation de l'aéroport international de Douala, avec le financement AFD. En tout cas, c'est une dette. Et vous faites partie du portefeuille des entreprises qui consomment 6,6% de la dette de l'État en fin mars 2024. Bon, donc, je me suis réjoui que AFD soit aussi parmi ceux qui encouragent et que le processus aille de l'avant. Alors, mais ce n'est pas une dette compromettante pour l'entrée. Monsieur les experts verront. Il semble trop s'appuyer sur la question de l'endettement. Si vous voulez, on va revenir. Quel sera donc le rôle des intermédiaires, justement, à agir pour l'ingénierie financière dans ce processus-là? Le rôle, ils sont dans une situation de monopole. Ça veut dire qu'un acteur, une société qui a été shortlistée par l'État pour venir sur le marché financier est dans l'obligation de recruter un intermédiaire. Et d'ailleurs, la lettre de cadrage le précise. Alors, les compétences de l'intermédiaire sont des compétences réglementaires qui ont été définies par le règlement général de la COSUMAF. L'intermédiaire est en capacité, avec d'autres acteurs, notamment un conseil fiscal, mais également des commissaires aux comptes, la direction de l'entreprise, la direction financière, d'aider l'entreprise à faire déjà la valorisation de son patrimoine. Le patrimoine de l'entreprise est valorisé à combien? Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est une fois que vous avez trouvé combien vaut l'entreprise, il faut donner cette information à son propriétaire pour dire, de notre point de vue, voilà comment nous avons travaillé pour pouvoir déterminer la valeur patrimoniale de cette entreprise et les projections futures. Et l'État peut, avec l'aide peut-être d'autres cabinets externes, c'est-à-dire challenger cette information-là, l'objectif étant d'arriver à déterminer un prix de vente des actions. Parce que la valeur peut permettre d'avoir une valeur mathématique qui peut ne pas être le prix auquel la société va être introduite. Une fois que cela a été fait, maintenant, il y a tout le travail de rédaction du document d'information. Parce que vous savez qu'actuellement, les marchés financiers étant dématérialisés, les actions avant étaient des jolis bouts de papier que chacun gardait chez lui dans des coffres forts. Ouais. Tout est maintenant dématérialisé. Donc, on vous a vendu les actions, vous rentrez comme ça. Vous demandez que les actions sont où? Non, c'est dans un compte. Donc, ils sont là aussi pour rédiger le document d'information. Et ce document d'information est très important parce que c'est ça le produit qui est vendu sur le marché. Ce document présente déjà le cadre légal de l'opération. C'est-à-dire comment ça se fait que ces personnes sollicitent le marché. Ça s'est passé comment? Donc le propriétaire dit, je suis en train de faire une offre publique de vente de mes actions. C'est ce qui va être dit dans les 4 sociétés. C'est l'État qui dit, je suis en train de céder. Je cède comment? Je cède via le portefeuille qui est détenu directement au niveau du ministère des Finances, ou la partie qui est détenue à la SNI, ou la partie qui est détenue ainsi de suite. Je cède combien? Je cède X% et je présente l'opération. Je montre un petit peu ses caractéristiques, le prix auquel on est convenu, le temps de jouissance. C'est-à-dire, si vous achetez ce titre, vous aurez la jouissance des dividendes s'il y en a à partir de tel moment. Ensuite, on présente l'entreprise elle-même, ses perspectives d'activité, on présente les dirigeants de l'entreprise, on présente tous les facteurs de risque auxquels l'entreprise est exposée. Et à ce moment-là, on fait une campagne de sensibilisation des investisseurs potentiels. Chacun prend en âme et conscience connaissance de tout ça, y compris les facteurs de risque,
Et d'ailleurs, quand vous regardez les documents d'information, c'est-à-dire on commence par dire, attention, le visa que le régulateur a donné ne veut pas dire qu'il vous conseille d'acheter le titre. Ça ne veut pas dire que la société sera rentable, premièrement. Deuxièmement, attention, investir dans une valeur mobilière c'est-à-dire comporte des risques. Donc si vous achetez, sachez que la performance de l'année dernière ne garantit pas une performance future. Et ainsi de suite, ainsi. Donc il y a beaucoup de... Et donc la société de bourse est là pour pouvoir conseiller l'entreprise en bourse. Pour dire qu'attention, le document d'information n'est pas un prospectus publicitaire. Vous n'êtes pas en train de vous vanter dans ce document d'information, vous êtes tout simplement en train de donner l'information telle qu'elle est encadrée aujourd'hui. Et donc, c'est aussi eux qui vont organiser la vente des titres. C'est aussi eux qui vont aider l'entreprise à trouver un argumentaire commercial. Comment parler à des investisseurs, c'est-à-dire comment raconter l'histoire de l'entreprise pour pouvoir faire rêver les gens et adhérer des gens qui sont sceptiques, qui achètent sur la base de la confiance un titre en devenant copropriétaire, en sachant que si jamais l'entreprise ne fonctionne pas, il n'y aura personne en face de pour leur rembourser quoi que ce soit. Alors, parlons de la rentabilité des entreprises qui vont rester en bourse bientôt avec Ndoumé Moukoko. Est-ce qu'on va faire parler les notions d'intelligence économique pour régler peut-être les questions d'endettement dont parlait tout à l'heure M. Fritz Ntoné? Non, il faut dire que parler d'endettement de l'entreprise parle de sa capacité à se projeter et à honorer aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses emprunteurs. Donc ce ST en bourse aujourd'hui voudrait dire pour cette entreprise avoir pensé un projet de développement et inviter les uns et les autres à y investir pour ensemble développer l'entreprise. Si l'entreprise croît, elle génère du revenu qui va naturellement être reversé à toutes les personnes qui ont investi en son sein, qui ont cru en elle. Donc maintenant, il faut noter toutefois au-delà de ça qu'il y a une question d'ordre comportemental qu'il faut résoudre. Et les intervenants tout à l'heure l'ont relevé, les entreprises appartiennent à l'État. S'ouvrir en bourse veut dire je cède une partie de mon pouvoir et de mon contrôle pour que d'autres personnes soient autour de la table et avec moi décide des orientations que l'entreprise doit adopter pour l'avenir. Est-ce que l'État est prêt véritablement à le dire? Donc, le Dr Bangantolo relevait que lors de la réunion récemment tenue, l'État semble avoir marqué sa totale disposition à s'ouvrir. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut noter, c'est un élément de gouvernance. Surtout la gouvernance. Et je me réjouis de ce que le docteur Antonet soit autour de la table. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte de l'effectivité de la mise en route du projet. Est-ce que les organes de gouvernance, tels qu'ils sont structurés au sein de ces entreprises-là, permettent et facilitent que le processus se mette en marche et que les éléments de contrôle et surtout la distanciation entre l'exécutif et cette gouvernance-là soient opérationnels. La rentabilité n'est qu'une conséquence. Alors, sur le plan stratégique au niveau macroéconomique, est-ce que cette actualité va booster un peu justement les questions de gouvernance de nos entreprises publiques au Cameroun? Elle devrait. Mais tout à l'heure, le Dr Banganto l'a dit, nos entreprises publiques sont chapeautées par plusieurs institutions, ce qui renforce les pesanteurs. Donc, aussi longtemps que c'est l'État qui choisit les membres du conseil d'administration, qui nomme même le directeur général, il y a toujours ces difficultés. Lorsqu'on s'ouvre en bourse, ce sont les actionnaires qui font le choix des personnes qui doivent... les actionnaires qui sont les patrons. Bien sûr, puisque l'entreprise leur appartient. Donc, elle devrait en principe, mais sous réserve de ce que l'État déleste véritablement de cette partie de ses prérogatives. Et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, Dr Marantolo, de changement de mentalité. Monsieur le PCA, ça va changer vraiment Non, les mentalités changent déjà. Ça ne peut pas changer d'un coup. Je pense que depuis 2022, s'il y avait un baromètre de changement de mentalité, j'allais dire que sur l'échelle de 100, dans les 4 entreprises, les choses bougent.
Sur une échelle de 100, je vous ai dit que ce n'est pas c'est incontournable, c'est pas optionnel. La machine qui arrive doit nettoyer. Et vous avez vu tous ces balais qui sont là. La société de bourse qui arrive fait le diagnostic. Les conseils juridiques, le commissaire aux comptes, tout cela. Donc, on va nettoyer la piscine, tout sera clair. Dans un premier temps, on sait à quelle situation on se trouve. Mais elle ne pourra guère décourager l'État parce qu'on va vers la privatisation. Oui. Il y aura donc des recommandations, il y aura donc des thérapies. Et tout cela sous l'œil vigilant de tous les dispositifs de marché financier. Donc, celui qui est inapte sera remplacé. C'est pour ça que je dis que c'est un processus, pas qui écrase au passage, mais vous ne pouvez pas entrer en bourse et continuer la mauvaise gouvernance. Absolument. De toute façon, tout est public, c'est clair. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui. La violation de l'intimité l'intimité est finie. Et sur la place publique, désormais. Donc c'est pour cela que nous devons intégrer cela progressivement. D'accord. Et les deux protagonistes, c'est-à-dire le père et le fils, l'État doit intégrer cela facilement. Parce que l'État aussi a ses intimités qu'il n'aimerait pas être violées. On a donné des exemples. Le directeur général sera plus nommé. Et ça, c'est une prérogative agréable pour l'État. Oui. Se dessaisir de ça, ce n'est pas facile. Bon. Donc, son fils ou sa fille, l'entreprise, nous en avait aussi un certain nombre d'habitudes. Mais, bon, donc il y a un certain nombre de prérogatives, d'avantages qui vous seront désormais... Donc, tout ce qui n'entre pas dans le canevas sortira de ce canevas. Et c'est ce que les experts des marchés financiers demandent tout le temps à l'État. Vous dites que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à ce niveau? L'État dit, il y a la volonté. Okay. C'est pour cela que tous les pesanteurs, je crois, que à terme seront levés. De toute façon, le cap est là. La lettre de cadrage est là. La lettre de cadrage vous oblige. On va suivre ce dossier assez passionnant. C'est d'autant plus, avec votre permission, Olivier, oui, allez-y. C'est d'autant plus que l'État ne sera pas à son premier essai. Souvenez-vous, c'est ça qui a fait démarrer la Douala Stock Exchange. Donc l'État a un track record quand même. C'est-à-dire l'État, et c'est peut-être aussi ça qui a permis à ce que, dans la balance, le siège de la BVMAC vienne à Douala. Parce que le marché action, c'est-à-dire de Douala Stock Exchange, avait plus de profondeur que celui de Libreville. Donc l'État a déjà une expérience avec les participations de la SNI, c'est-à-dire de privatisation, c'est-à-dire de SMC, c'est comme ça que c'est arrivé pour Tanguy, mais également de Safacam. Voilà, donc après Socapalm est venu dans une même dynamique, parce qu'ils avaient des actionnaires qui étaient... Très bien. On va vous reprendre tout à l'heure pour des questions de conclusion. Le temps de vous proposer un tour dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avec ce portrait proposé par Clovis Tiamabo qui met sa plume sur Ibrahim Ayaya, qui est le président de la Fédération des transporteurs de la CEMAC. Faisons le tour de la CEMAC dans ce portrait. Nul besoin de traverser des océans à la recherche d'un quelconque Eldorado. Ibrahim Ayaya, originaire de Tinière, dans le département du Faro-Edeo, région de l'Adamawa, a fait son choix des larges adultes en posant pas à pas les pièces de ce qu'il assimile à un futur empire. Et c'est avec détermination qu'il s'est très vite engagé dans le domaine des transports. Nous sommes ancrés dans le domaine du transport et c'est notre profession, raison pour laquelle il est important qu'on reste dans les géants de l'économie de notre pays. Vous savez, si on parle de l'économie, forcément on va parler de Douala. Installé dans la capitale économique depuis 19 ans, il a été tour à tour employé comme chauffeur de camion,
ensuite patron et propriétaire d'engins, et enfin chef d'entreprise diverses. Après avoir eu mon BPC à Tinière, dans le département du Faro-Dio, dans mon département d'origine, et je me suis permis de venir à l'aventure. C'est la raison pour laquelle je me retrouve d'abord à Yaoundé, où j'ai fait le taxi. Après cela, j'ai connu des amis qui font dans le transport de bus. Et Baye Mayaya fait donc partie de ceux dont la migration interne semble avoir réussi. Des fruits tout de même d'une synergie d'éléments à mettre à l'actif des réalités locales camerounaises. L'opérateur économique se dit d'ailleurs un vrai panafricaniste. Ayant vécu quelque part pendant 18 ans, vous n'êtes pas différent de celui qui est né ici aujourd'hui, parce que tout Camerounais, partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire, est censé être celui. Je ne me retrouverai jamais en Asie ou en Europe pour me chercher, parce que si la terre camerounaise, ma terre natale, ne me suffit pas, même si je pars au bout du monde, ça ne me suffira jamais. Parce que vous savez, au Cameroun, il y a plein d'opportunités. Même dans les travaux champêtres, moi je suis là où je vous parle, je suis cultivateur également. C'est parce que la terre ne trompe pas. Mais c'est parce que nous avons des aventures démesurées qui nous amènent souvent à croire qu'ailleurs est plus meilleur que chez nous. Pourtant, personne ne peut construire le Cameroun à part le Camerounais. C'est un homme épanoui qui quitte ainsi chaque matin son domicile pour rallier ses différents centres d'intérêt afin d'accomplir avec enthousiasme son devoir de compatriote et de chef de famille. Bien, merci Clovis Samabo. On a fait le tour de l'Afrique centrale avec le portrait de la semaine, Ibrahim Ayaya, président de la Fédération des transporteurs de la CEMAC. Alors, question de conclusion avec vous, chers invités. On va commencer par vous, docteur Toné, PCA de les aéroports du Cameroun. On parlait tout à l'heure de ces avantages qui vont fatalement disparaître. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont naître? Oui, il y a toujours avantages partout. Ouais. Mais il y a des avantages digestes et les avantages qui ne sont pas digestes. Nous n'avons pas mieux maîtrisé l'article 2 de nos décrets. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation. Bon, le prévu par la réglementation. Vous avez exagéré un peu dans cette exécution de l'article 2. Voilà. Donc, s'il y a article 2 dans ce dispositif, les avantages seront encadrés. Seront digestes, c'est-à-dire que... Ils seront plus importants que l'actuelle physionomie de l'article 2? Non, oui, l'entrée physiologique qui est floue amène une certaine gloutonnerie qui fait en sorte que pour avoir mal au ventre et puis avoir des diarrhées à mourir. Vous voyez l'image. Alors que la voie que nous sommes en train de suivre... Nous voyons l'image. Les avantages sont bien encadrés, digestes et peut-être plus substantiel qu'on ne le pense. Parce que l'avantage est celui qui est permanent et qui peut être mieux traçable et mobilisable. Donc, je crois qu'une fois que cette peur-là dissipée, nous entrons dans le nouveau monde où les choses sont beaucoup plus codifiées que maintenant, et on peut voir plus clair. Merci pour votre regard plutôt positif sur cet avenir. Alors avec vous, Robert Doumbé Moukoko, on a dit que vous êtes expert en positionnement stratégique, spécialiste des questions de stratégie et marketing et d'intelligence économique. Alors, quelle est votre vision sur l'entrée en bourse et les financements alternatifs? Est-ce que vous voyez ça dans le cadre du secteur public ou du secteur privé qui devrait plus en bénéficier? Les deux secteurs vont en bénéficier. On a vu des projets en PPP qui sont mis en place et encore c'est ça qui aujourd'hui est l'un des moyens de financement de projets qui est le plus prisé et le plus recommandé d'ailleurs même pour inviter les investisseurs privés à prendre une part active dans le développement du pays. Et l'entrée en bourse aujourd'hui à la faveur des NTIC également ouvre des voies à d'autres modes de financement. Donc la FinTech est une passerelle qui va être fortement mobilisée pour favoriser que les couches les plus faibles des populations, les personnes les plus éloignées puissent contribuer à un investissement plus dynamique et favoriser également que les marchés des entreprises en tirent de plus grands profits.
Merci beaucoup également pour votre question de conclusion. Louis Bangantolo, alors le Cameroun, on est déjà 4 entreprises qui se préparent à entrer en bourse. Est-ce que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays et par rapport à donc, cette démarche, cette obligation communautaire? Ce que je peux dire à l'attention des autorités camerounaises, c'est de dire effectivement que les autres pays nous regardent. Le Cameroun doit rester leader dans un ensemble de choses, et ce marché, nous avons déjà la chance que les autorités aient choisi des blue chips, c'est-à-dire les bijoux de famille. Parce que quand nous voyons le pédigré des 4 entreprises qu'on est en train de citer, on a le CHC, le Cameroun Tel Corporation, qui a quand même les Hilton, excusez du peu. Vous avez les aéroports du Cameroun, qui gèrent 7 aéroports, donc au moins 3 internationaux. Vous avez le port autonome de Douala et vous avez la Sodécoton. Donc, c'est des entreprises qui ont un certain track record, qui ont pignon sur rue. Et donc, déjà, c'est une excellente chose. Ça veut dire que le choix a été très, très bien fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les processus qui prennent du délai, c'est-à-dire peuvent être des processus qui aboutissent avec des meilleurs résultats au niveau du marché. Et actuellement, l'État lui-même, qui est le propriétaire de ces entreprises, commence à être impatient et voudrait que les dirigeants qui sont en poste accélèrent un petit peu la dynamique après avoir pris un certain nombre d'informations de la part des professionnels de l'écosystème du marché qui les rassurent pour dire que vous êtes à la cible. Dans la mise à niveau, il n'y a pas un point que nous avons identifié qui soit le casus belli pour dire vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc il n'y a aucune entreprise parmi les 4 qui a un point qui est tellement sombre qu'on ne peut pas avancer sans cela. Et même lorsque certaines entreprises opposent le fait qu'ils veulent se débarrasser d'une certaine partie de ce qu'ils appellent les services publics et pour lequel ils rendent à fond perdu des services pour le bénéfice peut-être des riverains et que cela pèse sur leur train de rentabilité, cela est vraiment des faits qui sont un peu mineurs et qui ne peuvent pas obérer l'évaluation patrimoniale de ces entreprises-là. Très bien, on vous a compris. On a pris du retard dans les délais. On n'est peut-être pas en retard. On vous a compris, monsieur le directeur général. Louis Bangantolo, DG de la BV Mark, Dr Friston Tonnet, PCA des ADC, Aéroport du Cameroun, et Robert Ndoubé Moukoko, expert en positionnement stratégique. Merci d'avoir partagé ce plateau de la plateforme de l'économie et de Par ici l'économie. Nous parlons des enjeux de l'introduction en bourse de 4 sociétés d'État. Nous attendons maintenant la matérialisation de cette actualité. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous très bientôt sur la CRTV. Douala, la capitale économique, a rendez-vous avec l'économie, la plateforme de l'économie. Le rendez-vous 9h-10h. Analyse, avis d'experts, portrait